Bonjour à tous, ici Eric Nicolier et bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Immo. Passion Immo, c'est le podcast pour partager ensemble des informations pour vous aider à mieux pratiquer votre métier, donner la parole à des femmes et des hommes qui travaillent dans l'immobilier et vous communiquer les dernières tendances de la presse. Mon objectif, c'est de partager avec vous des réussites, des expériences, des infos et des idées pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. J'ai rencontré Maher Meftahi l'année dernière. Il s'avère que nous enseignons tous les deux sur le campus de Lyon de l'École supérieure des professions immobilières. Et donc évidemment, ça a favorisé le contact. Alors il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est une proximité qu'il installe facilement, rapidement avec ses étudiants. Alors, il ne s'agit pas du tout de faux copinage, comme on le voit de temps en temps. Maher, c'est quelqu'un qui, de toute façon, est très chaleureux. On le voit tout de suite parce que c'est quelqu'un qui apprécie le contact humain. Mais on se rend compte aussi qu'il utilise, au sens noble du terme évidemment, cette proximité et cette interactivité pour construire sa pédagogie, qui est une pédagogie plutôt dynamique, qui est évidemment très éloignée de quelqu'un qui va être derrière son bureau à parler pendant des heures. Alors aujourd'hui, on a de nombreux agents immobiliers qui se plaignent d'une chose, c'est la difficulté à rentrer des mandats. Alors évidemment, ça va dépendre des régions, des villes, mais d'une manière générale, l'époque, en tout cas toute cette année 2020, indépendamment de la pandémie, elle se caractérise par un nombre plus important d'acquéreurs que de vendeurs. Il y a des régions où la situation est vraiment très tendue à ce niveau-là. Il suffit qu'un bien soit mis en vente pour qu'il parte en quelques jours. Alors, dans ces conditions qui sont effectivement originales, à plus d'un titre, trouver des biens à vendre, c'est difficile. Et obtenir un mandat de vente, c'est encore plus compliqué. Alors, c'est un petit peu le sens de mes échanges avec Maher, parce que ça fait partie de ces techniques qu'il enseigne tout au long de l'année. Alors, on a parlé pige, prospection téléphonique, il va mettre en évidence un certain nombre d'arguments qu'on peut présenter au vendeur qui est réticent à travailler avec un agent immobilier, et on sait qu'il y en a plus d'un. Et puis, j'ai voulu aussi l'interroger sur l'utilité aujourd'hui de distribuer des flyers tous azimuts quand on veut aller à la rencontre des vendeurs. Voilà. Donc, c'est tout le sens de cette discussion et je vous invite à écouter mon nouvel invité, Maher Meftahi. Bonjour Maher. Bonjour Eric. Bien, alors je suis très très content de t'avoir. Alors au téléphone parce que t'es pas tout à fait dans la région, t'es à La Roche-sur-Yon, me semble-t-il, en ce moment. Voilà, c'est ça. Donc actuellement, je suis à La Roche-sur-Yon. J'anime une formation en présentiel, donc qui dure 2 mois. Et donc, je ne suis pas dans la région sur Lyon actuellement. Voilà. Et donc, comme tu me le disais il y a 5 minutes avant qu'on enregistre, t'es quand même parti là-bas pendant 2 mois. Comme quoi, le métier de formateur, c'est pas toujours de tout repos. T'es parti pendant 2 mois et tu fais quasiment du non-stop. C'est ça. Donc en fait, je suis parti 2 mois parce que j'anime une formation complète justement de 2 mois. Donc j'anime un CQP de négociateur immobilier pour des personnes qui sont en reconversion. Donc pendant 2 mois, j'ai la tâche de leur enseigner toute la partie commerciale et juridique et leur donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir commencer à exercer. Très bien. Alors, je pense pas que tout le monde te connaisse. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour te présenter ?
Alors, donc je m'appelle Maher Meftahi, donc j'ai 39 ans, donc je suis, comme toi, professeur à l'ESPI. Donc, j'enseigne essentiellement les techniques de vente, la négociation et la transaction. Donc, je travaille aussi en collaboration avec des CCI où j'anime des formations telles que j'anime actuellement, donc des CQP ou des POEC. Donc, voilà. Donc, je me suis spécialisé essentiellement dans toute la partie, on va dire, commercialisation et opérationnelle, sachant que j'ai été moi-même agent immobilier et avant ça, j'ai fait partie d'une entreprise qui vendait des fenêtres, hein, pour pas citer son nom. Donc j'ai été commercial, puis responsable commercial et formateur, et puis dans l'immobilier, j'ai été négociateur en transaction, responsable et formateur. Et aujourd'hui, je suis formateur à mon compte, enfin indépendant. Donc je travaille en consulting, aussi auprès des entreprises et les professeurs intervenants. Très bien. Voilà. Donc une activité variée en fait, hein, variée et prenante. Assez variée. Ouais, voilà. Très variée. Bien. Donc, voilà. Alors, nous effectivement, on se croise de temps en temps dans la même école sur Lyon. Alors, il y a quelque chose qui m'a un peu épaté. Tu vas nous en dire 2 mots que tu as créé en fait, il me semble, cet été. C'est une chaîne YouTube, mais qui a quand même une particularité. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ta chaîne YouTube? Et puis, évidemment, on invitera, tu nous diras le nom de cette chaîne pour inviter un maximum de personnes à s'y rendre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Alors, qu'est-ce que c'est que cette chaîne? L'idée, alors, c'est pas parti cet été, c'est parti du confinement. Donc, j'ai une méthode pédagogique assez particulière parce que j'essaie justement j'allie les PowerPoint, les explications, le partage d'expérience, mais aussi et surtout, j'essaie de montrer justement à mes élèves des extraits vidéo qui correspondent justement au cours, histoire qu'ils visualisent les sujets que j'aborde. Et donc, je suis passionné de cinéma. J'ai réuni beaucoup d'extraits justement dans une bibliothèque, hein, sur mon ordinateur et sur un disque dur, d'extraits justement de scènes de vente, de négociation, de marketing, de management, etc. Et donc, pendant le confinement, en collaboration justement avec, j'avais des cours à donner que je ne pouvais plus donner du coup, et beaucoup de mes élèves m'ont demandé justement de leur envoyer les extraits vidéo qu'ils avaient vus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout combiné sur une chaîne YouTube à la base qui était pour mes élèves et qui s'est développé par la suite. Voilà. Voilà. Alors, donc, si j'ai bien compris, tu sélectionnes des courtes séquences issues de films, en fait, et tu t'en sers comme support pour illustrer des techniques commerciales, etc. Hein, c'est ça le concept. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et quand, en plus, ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une chaîne qui a vite monté en audience. Alors, c'est ça. Donc, très rapidement, donc au départ, c'était mes élèves, donc à peu près entre 100 et 200 abonnés. Et puis là, on en est à quasiment 100 abonnés. Dernière vidéo que j'ai mis en ligne. Alors là, après, par contre, je me suis mis à faire des vidéos justement un peu plus explicatives sur des thèmes ou sur des sujets tels que la négociation, tels que le management commercial, etc. Et du coup, l'audience commence un petit peu à prendre. Donc, c'est partagé essentiellement sur LinkedIn. Et il commence à avoir justement pas mal de passages sur YouTube aussi. Bien. Voilà. Alors, comment s'appelle la chaîne? Alors, la chaîne s'appelle Nego Channel. Nego Channel, tout attaché? Voilà. Non, en 2 mots. Nego au pluriel et Channel juste après. Voilà, donc la chaîne du négociateur et de la négociation. D'accord, voilà. Donc j'invite mes auditeurs à aller sur Nego Channel, voilà, et à aller découvrir toutes tes sélections. Bien. C'est super. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation qui est une situation particulière. Je parle même pas de la crise sanitaire, mais l'immobilier se porte pas trop mal, on va dire, par rapport à d'autres secteurs d'activité. Mais pour autant, quand on discute avec un maximum de gens dans la profession, ils se plaignent tous quand même plus ou moins. C'est dur de rentrer des mandats. On se bagarre pour rentrer les mandats souvent sur un même bien, etc. Est-ce que tu as la même analyse, toi, de ton côté? Justement, comme en ce moment tu es en Vendée, tu as peut-être un autre son de cloche par rapport à ce qu'est le marché. Alors, le son de
cloche est plutôt générale, que ce soit en Vendée ou à Lyon. Après, chaque région a sa propre caractéristique. En Vendée, c'est essentiellement en Vendée, ils se plaignent essentiellement. Pourquoi? Parce que une grosse clientèle de Parisiens qui aujourd'hui justement ne vient plus en Vendée à cause justement du confinement et voilà. Mais au niveau de la prospection téléphonique et au niveau de la pige, effectivement, il apparaît qu'aujourd'hui, il est plus compliqué de prendre des rendez-vous et de rentrer des mandats. Donc, on peut l'expliquer de plusieurs manières. C'est que aujourd'hui, la prospection téléphonique fait peur déjà à beaucoup d'agents immobiliers. Oui. Alors attends, on va y arriver, mais déjà sur je crois que déjà à la base, il est plus compliqué de rentrer des mandats parce qu'il y a moins de biens à vendre. Alors, bizarre, c'est ça qui est un petit peu bizarre parce qu'effectivement, on peut dire qu'il y a beaucoup moins de biens à vendre. Par contre, depuis que l'activité a repris après le confinement, justement, on a vu un certain boom quand même. Donc ça a été assez. Donc on peut dire qu'effectivement il y a moins de biens à vendre, mais en même temps on fait des ventes. Donc j'ai envie de dire que chaque négociateur ou chaque entreprise a son propre son de cloche. Pour certains ça marche, pour d'autres ça marche un petit peu moins. On va dire que c'est vraiment pas général, on va dire. Non, mais tout à fait. C'est assez contrasté, effectivement, selon les interlocuteurs à ce niveau-là, ouais. Alors, justement, tu commençais à parler de la pige, mais on va aller sur ce terrain-là. C'est vrai que ça fait peur à beaucoup de gens. On le voit bien à nos étudiants, hein, quand on commence à leur évoquer ça. Pour eux, c'est un truc qui est emmerdant, qui leur prend beaucoup de temps, qui est rebutant même, etc. Toi, quelle vision tu as? Alors déjà, j'ai une question toute simple. Est-ce que pour toi, déjà, c'est obsolète de prendre son téléphone et d'appeler des prospects pour essayer de rentrer du mandat? Pour moi, déjà, ça fait partie du métier. C'est le métier. Pour moi, un agent immobilier n'est pas forcément un négociateur ou un conseiller. Avant tout, pour moi, un agent immobilier est un prospecteur qui sait négocier. Moi, je vois le métier d'agent immobilier un petit peu comme le métier de chercheur d'or. Donc, le chercheur d'or, il a un secteur, il a un terrain et il met de l'énergie pour trouver une pépite. Ensuite, pour la vendre, c'est un petit peu moins difficile. Il est plus difficile de trouver un bien à vendre, comme il est plus difficile de chercher une pépite. Et comme il est plus facile derrière de vendre. Donc pour moi, on va dire que c'est obligatoire. Oui, alors, tiens, je te coupe si tu me permets, parce que moi j'aime bien ton approche, la manière de décrire, parce que on voit bien que souvent, ou nos étudiants, ou des personnes d'un âge plus mûr qui souhaitent aller sur le métier, elles retiennent souvent plutôt, ce qui rend le métier pour elles attractif, c'est la vente en elle-même, chercher un acquéreur, etc., mais en oubliant tout ce côté chercheur d'or, comme tu dis. C'est sûr que pour vendre, il faut avoir un produit à vendre. Voilà. Donc, par exemple, là, j'en parlais avec mes élèves il n'y a pas très longtemps. On va rentrer dans une période justement de fêtes et de chocolat de Noël, etc. dans les grands magasins. Aujourd'hui, on peut rentrer chez Carrefour, prendre une boîte de chocolat et l'acheter. Et l'acte d'achat dure 5 minutes. Par contre, pour que la boîte de chocolat soit dans le rayon, soit à ce prix-là avec la communication, il y a peut-être un travail qui a été fait pendant 4 ou 5 mois justement pour pouvoir permettre un acte d'achat de 5 minutes. Le chocolat a été peut-être commandé au mois de mai avec il y a une communication qui a dû être faite, donc il y a dû avoir des calculs, etc. Un nombre de commandes, un travail avec les fournisseurs assez long qui a dû être fait pour pouvoir permettre justement aux clients d'acheter la boîte en 5 minutes. Pour moi, c'est un petit peu comme ça que je vois le métier d'agent immobilier, c'est-à-dire que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, beaucoup de recherche, beaucoup de réseaux, etc. pour pouvoir trouver à un moment donné un produit que l'on peut commercialiser et à partir du moment où on a un bon produit, où on l'a négocié au bon prix, généralement ça peut partir très rapidement en fonction justement des secteurs, des régions et des acheteurs potentiels. D'accord. Voilà. Alors, revenons-en à la pige, donc par conséquent, comment tu pourrais décrire déjà cette technique pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler? Parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui m'écoutent et en fait qui ne sont pas nécessairement des professionnels de l'immobilier, mais des curieux de l'immobilier. Qu'est-ce que c'est que la pige?
Alors, la pige, c'est faire les petites annonces, le Bon Coin, par exemple, trouver des particuliers qui cherchent à vendre leurs biens, les contacter et leur proposer justement les services d'un agent immobilier. Donc, on va dire, ça peut paraître effectivement dur, mais dans l'esprit, c'est plutôt assez facile. Pourquoi? Parce que on a tout de suite les coordonnées et on a justement des éléments pour pouvoir appeler un propriétaire qui déjà a un projet de vente. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est prendre son téléphone, appeler et proposer simplement ses services. Mais avant ça, c'est avant tout essayer de comprendre et de comprendre justement et de découvrir justement la personne qu'on a au téléphone, car l'objectif lorsque l'on fait de la pige, c'est déjà pas de s'incruster, mais de se faire inviter. Et pour se faire inviter, il faut qu'il puisse y avoir justement une raison, et la raison que l'on peut trouver, c'est éventuellement un problème que l'on peut aider à régler ou que l'on peut nous régler en tant que professionnel. Voilà. Alors, comment on se fait inviter? Alors, comment on se fait inviter justement? Ce que j'enseigne de manière générale en négociation, c'est qu'il y a 3 principes. Le premier principe en négociation, c'est de toujours avoir le contrôle et de ne pas le perdre. Le deuxième, c'est de poser des questions. Et le troisième, c'est l'écoute active pour pouvoir définir ou un projet ou un problème. Comment on se fait inviter? Tout simplement en prenant le contrôle de la discussion, en posant des questions à l'interlocuteur, au propriétaire, en essayant de justement s'intéresser à comment est-ce qu'il a fait son estimation. S'il a fait son estimation sur Internet, on peut partir du principe qu'il a pris une moyenne, donc il n'a pas fait d'estimation personnalisée. Et à ce moment-là, on peut lui expliquer qu'il faut qu'il fasse une estimation personnalisée. On peut lui poser des questions, par exemple, sur le nombre de visites qu'il a eues et sur le nombre d'offres. S'il a eu énormément de visites et pas d'offres, c'est qu'il y a un problème. S'il a eu justement beaucoup d'offres, c'est qu'il y a un problème aussi. S'il est harcelé par les autres professionnels, c'est peut-être aussi qu'il y a un problème. S'il n'a aucun appel des particuliers, c'est peut-être aussi qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, essayer de proposer une solution et lui proposer justement un rendez-vous pour pouvoir venir et lui faire et discuter avec lui et essayer de trouver une solution pour qu'il puisse le vendre rapidement et de la meilleure des manières. Alors, tu veux dire par là que l'idée reste quand même de se faire, inviter, je reprends ta métaphore, de se faire inviter chez lui quand même, d'aller physiquement à sa rencontre. Alors, voilà, donc d'aller directement à sa rencontre, car le but, c'est justement de rencontrer le propriétaire, de découvrir aussi son bien, de voir éventuellement comment est-ce qu'on peut faire pour collaborer ensemble et de lui proposer justement une solution de collaboration qui pourrait lui permettre justement de vendre son bien au meilleur prix et dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions. Oui. Voilà. Alors, lorsque je dis se faire inviter, c'est pas lui qui va nous dire bon, ok, venez. Je me doute. Ça ne va jamais justement de l'interlocuteur. Mais lorsque je dis se faire inviter, c'est justement qu'ils comprennent qu'effectivement, il n'est pas professionnel de l'immobilier, que nous, en l'occurrence, on l'est, qu'on a peut-être soulevé un problème auquel il n'a pas pensé et qu'on va venir justement pour aider à le résoudre. Voilà. Alors, il me semble d'ailleurs, sur cette idée de se faire inviter, que tu aimes bien mettre nos étudiants notamment sur le terrain, que t'es un peu connu pour ça, hein, tu aimes bien, je crois que l'année dernière, tu leur avais donné, sûrement pas que l'année dernière d'ailleurs, tu leur avais donné un exercice qui consistait justement à se faire inviter chez des prospects. Et tout à fait. Alors, de deux manières, je le fais au téléphone et je le fais aussi de manière physique. Oui. Lorsque je forme justement la prospection téléphonique, je les fais appeler des vraies personnes qui ont des biens à vendre, donc sur les annonces, sur le Bon Coin, particulier à particulier, etc. Et les étudiants proposent justement de faire des estimations pour pouvoir les remettre par la suite aux propriétaires. Donc ils le font par téléphone, donc c'est un premier exercice, une première approche justement, donc on fait ça un petit peu comme un jeu, comme un challenge, et le but c'est surtout qu'ils le fassent et que cette appréhension justement disparaisse petit à petit pour que lorsqu'ils arrivent en stage justement il est déjà fait et qu'ils ne le découvrent pas en stage et en entreprise. Je préfère qu'ils le découvrent avec moi en cours. Donc, du coup, je les fais appeler de vraies personnes et derrière, ils se corrigent, ils mettent en place un discours, ils essaient d'avoir justement les réflexes, que ce soit par rapport à la prise de contrôle, poser des questions, tenir une discussion. L'objectif que je leur donne, c'est de tenir une discussion au minimum pendant 5 minutes
avec une personne qu'ils ne connaissent pas, Ouais. simplement sur le biais, par le biais justement de leur annonce, essayer de poser des questions, de comprendre, de les découvrir et de tenir la discussion pendant 5 minutes. Le vrai challenge, il est là. Si derrière ensuite ils prennent le rendez-vous, c'est tout bénéfique pour eux. Et ensuite, on le fait aussi en porte-à-porte. Donc autour de l'école, on définit différents secteurs et je les fais taper aux portes. Donc ils essaient justement de rencontrer des propriétaires, ils proposent des estimations gratuites et là aussi l'objectif est exactement le même, c'est-à-dire qu'ils enlèvent cette appréhension justement qu'ont beaucoup de négociateurs d'aller toquer, de rencontrer des étrangers, de se faire claquer la porte au nez, etc. Donc voilà, en le prenant comme un jeu et comme un exercice, lorsqu'ils arrivent en entreprise ou lorsqu'ils commencent à le faire de manière réelle, c'est plus facile pour eux. Voilà, c'est les retours que j'ai généralement. Ouais. Et puis je crois que de toute façon, tu es quelqu'un qui croit beaucoup à l'expérience sur le terrain, à se coltiner en définitive à la réalité et pas être seulement dans une espèce d'abstraction dans un cours où on apprendrait des techniques de manière un peu théorique. T'es pas du tout dans ce registre en général. Ah non, pas du tout. La pratique, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je sais qu'il y a un stage, comme la formation que je fais actuellement, le CQP, ou quand je suis à l'ESPI, l'objectif étant, comme je le dis à beaucoup d'entre eux, ou comme je dis justement à des professionnels qui prennent des stagiaires derrière, c'est que le négociateur que j'ai formé, à partir du moment où il commence, il a un bureau et un téléphone, et il est en mesure lui-même déjà de commencer sans qu'on lui explique. Avec déjà un discours, avec une certaine confiance qu'on met du temps à avoir, mais bon, si il a pu justement travailler ça en cours, travailler le discours, les réflexes et tout ça, l'objectif c'est ça, c'est qu'en arrivant le premier jour, déjà, on connaît la réalité du métier. Voilà, il n'y a rien de plus embêtant que voilà d'avoir suivi une formation pendant X temps et puis d'arriver en stage et de voir la réalité de manière différente. Et là, à ce moment-là, commencer à se poser des questions et à se demander est-ce que finalement je suis fait pour ça ou pas. Donc l'objectif étant vraiment je les confronte à la réalité. Oui, en présentiel, mais de manière oui, pratique. tu leur fais déjà découvrir le métier en fait pendant la phase de formation. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et De théorie, c'est pratique. ouais. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, tu avais publié des photos sur les réseaux sociaux de ce travail d'appel téléphonique du groupe que tu as en ce moment à La Roche-sur-Yon. On avait le sentiment que ça se faisait sous forme d'atelier, de manière collective, et il y régnait, en tout cas, les photos relataient une ambiance plutôt sympa sur la manière de faire. Alors, ce que je fais, c'est que j'enseigne sur la théorie, on va dire, par rapport à la prospection téléphonique. Donc, j'enseigne la théorie, ça me prend peut-être 2 ou 3 jours. Et puis ensuite, ce que je fais, c'est que pendant une journée, en collaboration avec une entreprise du coin, de la région, c'est que je transforme un petit peu la salle de cours en centre d'appel et en call center, en plusieurs équipes. Mmh. Et chaque équipe, justement, a le challenge, justement, de prendre des rendez-vous, des vrais rendez-vous, en appelant des vrais particuliers. Du coup, c'est pour le compte d'une entreprise qui derrière prend des stagiaires, donc c'est vraiment en collaboration. Et du coup, je mets en place justement des challenges et on essaie justement d'appliquer ce qu'on a vu en cours, le discours, et comme c'est dit justement, travailler sur les réflexes et surtout sur la confiance. Et voilà. Et donc c'est très animé. J'essaie d'organiser ça comme un jeu. Donc la première approche et la première expérience qu'ils ont justement de la prospection téléphonique, elle est assez, on va dire, dynamique. Avec un challenge et généralement ça se passe bien. Et tous les stagiaires, on va dire que le lendemain, s'il faut recommencer, je recommence. Mais je pars du principe que si tout le monde n'a pas réussi à prendre un rendez-vous, je continue et je corrige. D'accord. Voilà. Alors, si le particulier a mis une annonce sur Le Bon Coin ou autre, on peut imaginer qu'il l'a fait parce qu'il ne souhaitait pas faire appel à une agence immobilière. Comment cette approche se passe justement au téléphone? Est-ce qu'il y a beaucoup de refus? Est-ce que les gens raccrochent au nez en se sentant très vite qu'ils vont avoir affaire à un agent immobilier? Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a une défiance en fait à l'égard du professionnel qui les contacte? Alors, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Pourquoi? Parce que grâce au digital aujourd'hui, tout le monde
tout le monde pense qu'il peut vendre par lui-même. Donc, il y a des outils d'estimation. On peut publier nous-mêmes les annonces avec les appareils photo. Aujourd'hui, on peut prendre de super belles photos, bien éclairées, etc. On peut soi-même rédiger le texte. Donc, effectivement, beaucoup de personnes pensent qu'ils n'ont pas besoin d'agents immobiliers. Et la réponse qui vient généralement, c'est bon, les honoraires, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, la prospection, lorsque l'on prospecte, ça fait, se faire accrocher au nez fait partie du métier. Moi, j'ai commencé en tant que commercial en porte-à-porte dans une entreprise qui vendait des fenêtres, et on m'a dit, tu sais, il faut au minimum toquer à 100 portes pour pouvoir au moins avoir un rendez-vous. Pourquoi ? Parce que tu vas toquer à 100 portes, il y en a peut-être 50 qui vont sourire. Sur les 50, il va y en avoir peut-être 30 qui, dès la première phrase, vont claquer la porte au nez. Il y en a peut-être 20 qui vont peut-être essayer d'écouter. Il y en a peut-être 5 qui seront réellement intéressés, mais avec des appréhensions, et peut-être un seul qui va justement prendre un rendez-vous. Et du coup, il faut comprendre que il faut avoir de l'abnégation. Et ce que je dis souvent à mes élèves, la différence entre la réussite et l'échec dans ce genre d'exercice, c'est la tentative de plus. C'est-à-dire qu'en fait, il faut continuer jusqu'à ce qu'à un moment donné, on puisse réussir. Voilà, on peut être en situation d'échec parce que on vient de se faire accrocher au nez. Il suffit qu'on ait suffisamment d'abnégation et d'envie pour tenter un dernier appel et le faire bien pour pouvoir réussir et être justement en situation de réussite. On entend parfois, on a l'objection chez certains de nos élèves ou des adultes en formation. Oui, mais moi je suis un peu timide, je suis réservé. Est-ce que vraiment je serais fait pour ça ? Qu'est-ce que tu réponds à des personnes qui doutent d'elles en fait ? C'est un exercice pour pouvoir justement développer ça. J'ai vu beaucoup de personnes qui en soi étaient timides, qui se sont à un moment donné, que j'ai mis justement devant le fait accompli, puis une fois, 2 fois, 3 fois, se sont aperçus que finalement les gens les écoutaient, qu'ils pouvaient justement tenir un discours. Et surtout, ce qui est magnifique, c'est que lorsqu'il y a une victoire, finalement, on change son regard. À partir du moment où on arrive à convaincre quelqu'un, on arrive à prendre un rendez-vous, finalement, on se dit, peut-être que finalement, je peux y arriver. Voilà. Donc, sur LinkedIn, j'ai mis une vidéo justement sur mes réseaux sociaux d'une personne qui justement doutait d'elle, qui a essayé jusqu'au moment où elle a réussi à prendre un rendez-vous, et plutôt un bon rendez-vous, où, lorsqu'elle a raccroché, voilà, c'est réjoui et a crié et a sauté dans tous les sens. D'accord. Donc, c'est aussi ça. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on le prend comme un challenge, on voit quelque chose de compliqué. Puis finalement, on lutte contre les appréhensions. Alors, on doute justement de nos capacités à convaincre, mais à partir du moment où on arrive à convaincre, la confiance en soi justement est démultipliée. Voilà. Alors, toujours sur ce terrain-là, moi j'entends aussi des débutants, c'est-à-dire en particulier aujourd'hui ceux qui veulent embrasser l'activité d'agent commercial, et qui me disent ouais, mais moi je préfère aller faire des flyers, etc. Alors distribuer des flyers dans des boîtes aux lettres, etc. On a le sentiment que quand ils disent ça, c'est aussi une manière de pas aller se confronter directement aussi à la dimension humaine de la prospection. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a une technique meilleure qu'une autre ? Enfin, le flyer, la pige, etc. Ou alors, est-ce qu'il faut y aller tous azimuts et multiplier les différentes pistes ? Alors, moi, je suis contre cette approche-là, contre cette méthode simplement de distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres. Mais qui se fait beaucoup. Qui se fait beaucoup, oui. Mais on peut le faire justement d'une autre manière. C'est-à-dire distribuer simplement des flyers dans une boîte aux lettres, c'est une chose. Toquer aux portes, rencontrer des gens, puis en même temps distribuer des flyers, ça, c'en est une autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a un taux de mutation en France qui est de l'ordre à peu près de 5%. Ce qui veut dire que dans une rue où il y a à peu près 100 copropriétaires, 5 biens pourraient être vendus dans les 12 mois. Je m'explique. Il y a peut-être un bien dans le quartier aujourd'hui qui est visible, donc c'est le bien qui est sur le bon coin.
donc ce qui représente à peu près 20%. Donc il faut faire de la pige pour essayer justement de trouver les biens qui sont à vendre actuellement. Et puis il y a aussi le terrain. Aujourd'hui il y a des biens qui sont en projet. Donc je prends 2 exemples, c'est Monsieur et Madame Dupont qui ont appris hier qu'ils allaient avoir un enfant, ils vivent dans un studio. Donc c'est un bien qui sera vendu pour pouvoir justement en racheter un autre. Ou alors l'inverse, Monsieur et Madame Dupont qui hier ont décidé de divorcer, donc c'est un bien qui sera vendu. Les biens qui sont en projet ne sont pas visibles, on ne les trouve pas sur Internet, ce sont simplement des personnes qui sont en réflexion, mais c'est une réflexion qui va à un moment donné amener justement à une vente. Et ces gens-là, justement, on les trouve sur le terrain. Alors pas forcément en leur laissant un flyer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde laisse des flyers. Peut-être travailler de manière un peu plus complète avec un vrai courrier dans une enveloppe, parce que mailing veut dire courrier en soi, c'est pas simplement flyer avec un vrai message personnalisé par rapport au secteur. Et en plus de ça, si on peut essayer de toquer à la porte et les rencontrer pour essayer justement de parler avec eux, peut-être que les personnes qui ont un projet à ce moment-là accepteront une estimation et accepteront de faire entrer un agent immobilier. Donc il y a aussi ça, il y a cette partie prospection de terrain qui est très importante. Mais en plus de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les projets et les biens qui sont ignorés. Ce sont des gens qui peut-être ont essayé de vendre à une époque et puis qui ont arrêté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont essayé de tester le marché, et ils ont vu que c'était compliqué. Et s'ils rencontrent un agent immobilier à ce moment-là, ou si un agent immobilier toque à leur porte, peut-être qu'ils seraient peut-être ouverts pour pouvoir l'écouter et pourquoi pas travailler avec lui. Ce qui veut dire en fait que il faut prospecter au téléphone, il faut distribuer des courriers dans les boîtes aux lettres et il faut aussi rencontrer les gens. C'est ce qui fait que il faut avoir une prospection complète. Si je ne fais que du téléphone, je vais simplement me positionner sur les biens qui sont visibles et donc j'ai oublié les biens qui sont en projet et donc je vais simplement me concentrer sur 20% d'activité de prospection. Si je me concentre simplement sur le terrain, je ne vais pas faire de téléphone alors qu'il y a des gens qui vendent actuellement que je peux essayer de convaincre et je vais pas m'en occuper simplement parce que j'ai peur justement de téléphoner ou j'ai peur de me faire cautionner. Et c'est vrai que c'est un petit peu contre-productif, je veux dire. Voilà. D'accord. Alors pour conclure, si tu avais, alors je sais que ma question va être un petit peu bateau, mais on nous la pose de temps en temps. Quels sont les 2-3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui aujourd'hui débute dans le métier ? Ce que je dirais, c'est justement ça. C'est la prospection. Pourquoi la prospection ? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on débute dans le métier, on a un agenda qui est vide. Vide parce qu'on n'a toujours pas de rendez-vous. Admettons, le premier jour, j'arrive dans une agence immobilière, mon agenda est vide. Je n'ai pas pris de rendez-vous et il faut que j'en prenne. À partir du moment où je me concentre sur la prospection, sachant que je pars du principe qu'il faut en faire au minimum 2 heures par jour, déjà je remplis mon agenda sur 1 an ou sur 2 ans avec 2 heures de prospection par jour, entre 10 et 15 heures. Donc déjà, j'ai de l'activité et je sais quoi faire tous les jours. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre et ce que je dis généralement à tous mes élèves, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je ne pourrais pas vendre si je n'ai rien à vendre. Voilà. Le métier d'agent immobilier tel qu'on le voit, visite, commercial, etc. Alors effectivement, oui, c'est l'image que l'on renvoie, mais je pars du principe que si on n'a rien à vendre, justement, on ne pourra pas faire ce métier-là. Donc, c'est vraiment important. Pour moi, ce qui importe, c'est vraiment le stock, mais à partir du moment où on est à l'aise dans la prospection, on sera à l'aise derrière avec les clients pour pouvoir faire des visites ou pour pouvoir négocier, pour pouvoir se montrer, on va dire, convaincant, pour prendre des offres ou faire accepter des offres. La négociation et le métier de négociateur commence déjà à négocier des mandats et à trouver des mandats. Voilà. Donc pour moi, vraiment ce que je conseille, c'est vraiment de s'impliquer, d'apprendre et de lutter justement contre les a priori, de développer sa confiance en soi pour pouvoir justement nous permettre de prospecter de manière optimum et optimale pour pouvoir réellement faire notre métier d'agent immobilier derrière. Sans ça, ça va être très compliqué. D'accord. Alors j'ai quand même une dernière question qui m'est venue entre-temps. Depuis 3 ans, on a quand même année après année une montée en puissance du nombre de transactions sur l'ensemble du territoire, avec le record de l'année dernière. Donc les agents sont quand même beaucoup, voire énormément recrutés ces toutes dernières années. Donc, question toute bête, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui de la place, des opportunités pour faire de la transaction ?
quand on débute? Alors, il y a de la place et il y en aura encore. Enfin, c'est mon avis, bien sûr. Je le vois sur le terrain. J'interviens auprès d'entreprises. J'interviens en tant que consultant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un turnover qui est assez très 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 élevé. Aujourd'hui, il y a des réseaux qui recrutent sans forcément beaucoup de formation. À partir du moment où la personne est à son compte, elle est agent commercial, on l'apprend. Donc, il y a encore beaucoup justement de turnover. Donc, et à quoi comment est-ce que j'explique justement le nombre évolutif de transactions? Justement, peut-être par rapport au fait justement que beaucoup viennent maintenant à l'immobilier. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est sûr que si on regarde le nombre de négociateurs qu'il y avait en France il y a 10 ans et aujourd'hui, je pense que le volume équivaut aussi justement à l'évolution des transactions. Oui. Ouais. Voilà. Donc, il y a encore de la place. Donc, pour moi, il y a encore de la place. Oui. Alors, c'est pas qu'il y a de la place. Je pense que il n'y a pas réellement il y aura pas vraiment plus de création de postes que ça, mais je pense que il y aura beaucoup de postes qui seront justement vacants dû au fait que il y a du turnover et que souvent on essaye 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, puis on change de métier. Souvent beaucoup de personnes se lancent dans l'immobilier parce qu'ils ont cette image justement du commercial qui fait visiter, le côté glamour du métier, et lorsqu'ils s'aperçoivent que finalement c'est un peu plus compliqué que ça sur le terrain, voilà, ils font pas long feu, et derrière justement on recrute d'autres personnes pour les remplacer. Il y a vraiment beaucoup de turnover. Alors ça dépend forcément des entreprises aussi, ça dépend justement des régions, mais de manière générale c'est mon constat, c'est ce que je vois sur le terrain tous les jours. Il m'arrive de travailler avec des entreprises et de les voir recruter 2 à 3 négociateurs par mois. Voilà, donc 2 collaborateurs par mois pour une entreprise qui compte entre 5 et 6 employés, donc ce qui veut dire un tiers de son effectif tous les mois à renouveler. C'est vrai que ça, moi je trouve quand même que c'est assez perturbant. Donc il y a encore de la place. D'accord. Pour moi, je pense qu'il y a encore de la place, mais plus de la place à comment dire, pas forcément de nouveaux postes, mais voilà, se positionner par rapport à un autre collaborateur ou un autre commercial, et des remplacements, effectivement, ouais. Voilà. Très bien. Belle conclusion. Ça veut dire qu'en fait, il y a tout lieu d'être optimiste sur ce marché de l'immobilier et en matière de recrutement. Donc, Maher, je te remercie très gentiment d'avoir accepté ces échanges. Je te souhaite de terminer en Vendée ta formation et de revenir sur Lyon le plus rapidement possible. Eh ben, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, Eric. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.